Bonjour à toutes et à tous, bienvenue avec nous sur ce nouveau Veritech Talk. Et aujourd'hui, un nouveau sujet, on va parler Kubernetes. On a pas mal de sujets à aborder et aujourd'hui j'ai deux invités pour pouvoir aborder tous ces sujets-là avec moi. Donc je vais avoir Aurélie et Antonin. Je vous laisse vous présenter tous les deux pour pitcher un petit peu ce que vous faites et les équipes dans lesquelles vous travaillez. Bonjour à tous, Antonin Anquisi, moi je suis responsable produit sur la partie conteneur, donc sur les offres public cloud OVH. Et salut, de mon côté, je m'appelle Aurélie et je suis développeur advocate, donc depuis 4 ans et demi sur tout ce qui est conteneur Kubernetes, mais également l'infra as code et la DX. Impeccable. Bon, comme ça, je pense que comme ça va être votre cœur de sujet, on va pouvoir aborder des trucs plutôt sympas sur les sujets de cube. Bon, c'est à la fois un sujet trendy côté cloud, mais c'est pas nouveau non plus. On va pas forcément refaire toute l'historique de la technologie, mais au moins revenir un petit peu sur comment et quand on a implémenté ça côté OVH Cloud. Ça peut être intéressant pour ceux qui sont au début de leur parcours et qui peuvent débuter côté conteneur pour voir ce qu'on peut faire un petit peu avec tout ça et depuis quand on a commencé chez nous. Est-ce que c'est toi qui te colle à la chronologie, Antonin? Petite Allez, frise et tout? je vais essayer, j'ai pas de phrase mais je vais essayer. Ouais, du coup, nous on a des solutions donc, de Kubernetes managé. Donc, l'idée c'est de déléguer la gestion des clusters Kubernetes à OVH Cloud sur la partie public cloud. Pour lesquels on s'appuie en fait sur d'autres services annexes, hein, notamment la partie calcul, stockage, réseau que vous connaissez. On a ce service-là depuis fin 2019 de mémoire. Mm. On a également un autre service de registry managé sur lequel on s'appuie Mhm. sur un projet qui est lui aussi CNCF, qui est Arbor. Donc là, même logique, hein, la possibilité de déléguer la gestion de la création, de la configuration et du maintien en condition opérationnelle de la registrie. Et on a un troisième service qu'on a lancé depuis un peu plus de 2 ans maintenant, qui est Rancher Manager, donc en Ouais. partenariat avec SUSE. Et là, on va aller dans les couches un peu plus hautes. L'idée, c'est de gérer plusieurs cluster cubes, une flotte de cluster cubes, que ce soit sur du cloud OVH ou sur un cloud tiers ou on-premise. Donc voilà, ça c'est les trois principaux services qu'on a et leurs différentes chronologies. Que te dire d'autre au fil du Ouais. temps, forcément on gère de plus en plus de régions OVH, de plus en plus de clusters. Aujourd'hui on a plusieurs milliers de clusters et plusieurs dizaines de milliers de nœuds clients qui sont Ouais. gérés. Et quand on parle de nœuds clients, du coup c'est une instance de calcul public cloud standard que nos clients déploient et sur lesquels ils déploient leur conteneur. Non, parce que c'est intéressant d'avoir, tu sais, un peu une notion d'échelle. Ouais, déjà, tu vois, quand tu dis des milliers de nodes, etc., ça permet de se projeter sur le nombre et aussi la taille des infras qu'on peut avoir en mode cube managé. Parce que souvent, surtout quand on débute, on va faire ça sur son petit home lab à la maison avec un petit quad-core et puis un K3S, où on va prendre une petite machine quelque part, et on peut aller loin en termes de taille d'infra, et c'est là où ça aide de pouvoir se poser, je pense, là-dessus, sur de la partie managée. Et puis il y a aussi de l'évolution, comme tu disais, le service, il est là depuis 2019. Donc il y a eu le temps d'implémenter des nouvelles choses, des nouvelles versions, des nouvelles moutures. C'est pas arrivé comme ça, comme par magie. L'avantage, c'est que ouais, on a la capacité de tester rapidement. On en reparlera par la suite, je pense, mais aujourd'hui, on a deux plans différents. On a un plan qu'on appelle free, qui est gratuit, et un plan Mhm. standard ou sur lequel on facture le service manager. L'avantage, c'est que le plan free, typiquement pour du test ou des petites plateformes de dev, quand on crée le cluster Kubernetes, il n'y a aucun frais. Ce qui sera facturé, c'est uniquement quand on va ajouter justement ce qu'on appelle des worker nodes, donc des instances au sein du cluster. Et là, on peut très bien en ajouter une seule et la taille la plus petite possible. Ça permet quand même d'accéder à un cluster Kubernetes, de jouer avec les API Kube, etc., de se faire la main à moindre coût.
Et C'est après, exactement ce que je fais quand je dois faire des démos. J'ai un tout petit cluster cube. Alors, je sais pas si on peut on encore a l'appeler timé. cluster cube si j'ai que un node. Mais ouais, non, mais c'est très pratique de pouvoir faire ça. Et puis aussi d'avoir comment? On a accès à toutes les fonctionnalités, surtout quand on souhaite faire une démo ou un POC ou tester Mhm. quelque chose. Peut-être tester un peu son automation sur un tout petit environnement à côté. C'est quand même assez appréciable de pouvoir faire ça. Et donc tu disais, au final, on ne paye que les ressources qu'on va avoir dans son cluster. Ouais, La ça partie calcule. management, Ouais, elle est prise en charge par OVH Cloud. c'est ça, sur le plan gratuit. Ouais. Ok. Et je pense je suppose qu'il y a d'autres différences. On y reviendra peut-être après. Mais c'est intéressant à voir ces choses-là. Et puis, tu disais tout à l'heure, par exemple, pour Arbor, c'est quelque chose qui fait partie de la CNCF. Je suppose c'est pareil. On a tous les tampons sur les infrastructures qu'on a, notamment vis-à-vis de la CNCF, pour pouvoir dire qu'on a une infracube qui peut être utilisée de la même façon que celle des autres. On parlait de rancher, on ne pourrait pas avoir du rancher si on n'avait pas une infrastructure Kubernetes qui soit validée et certifiée conforme aux standards de ce qu'on peut attendre. Ouais, c'est ça, en fait, on a des tests de conformité, pardon, ce sera mieux, pour chaque nouvelle version Kubernetes. Donc à chaque fois qu'on livre une nouvelle version sur Managed Kubernetes Service, on passe ces tests de conformité. Il y en a deux. Il y en a un standard donc, qui veut simplement dire qu'en effet, on peut consommer du kube managé de manière comme un kube n'importe où. Et il y en a un deuxième depuis quelques mois, là, qui est L'IA. plus orienté sur l'IA, justement, de pouvoir faire tourner des workloads d'IA sur un cluster cube chez un tiers. Et si on devait un peu lister les avantages que ça peut avoir à utiliser on va dire une mouture standard pour un cube managé par rapport à faire quelque chose de custom, bon, je suppose qu'il y a l'intégration avec les outils, c'est le plus grand point principal qu'on a comme gain en tant qu'utilisateur, une plateforme comme ça. Ouais, sur le côté standard, il y a le fait d'être agnostique de là où on se déploie. Donc, tu parlais tout à l'heure de tout petits clusters. Typiquement, c'est si je déploie un K3S en local ou un cube chez un cloud provider, je vais pouvoir le consommer de la même manière. Et donc, l'idée, c'est en effet, si je déploie du Kubernetes on-prem, à l'edge, sur d'autres cloud providers, je vais pouvoir utiliser tout mon outillage, toutes mes chaînes de CI/CD, des choses comme ça de la même manière. En fait, j'ai des API qui sont standardisés Kubernetes. Et le fait d'utiliser dans un contexte managé chez un fournisseur cloud, notamment chez OVH, c'est justement ce que tu disais, l'intégration dans l'écosystème. C'est qu'on va gérer le déploiement, la configuration, parce que c'est un service managé, mais c'est aussi la consommation de tous les services qui sont autour qui va être simplifiée. Typiquement, de pouvoir aller chercher du stockage bloc en s'appuyant sur le stockage public cloud. Tu vas pouvoir exposer tes services derrière un load balancer de manière très simple. Tu as juste à créer un service de type load balancer et on va faire en fait cette abstraction entre le cluster cube et les services cloud qui sont autour. Du coup, aller créer automatiquement un load balancer pour exposer les services. Voilà, il y a tout ce qui est autour de la partie sécurité avec le Key Management Service, la gestion des secrets, enfin, voilà, tous les services qui sont autour. Où là, pour le coup, c'est possible de le faire en déployant, en installant son propre cluster Kubernetes sur du cloud public. Mais après, voilà, toute cette glue-là, disons que ça facilite grandement le travail. Et ça fait gagner pas mal de temps. Ouais, ça te permet d'avoir quelque chose aussi peut-être de cohérent dans la façon de consommer les différentes briques que tu peux avoir à l'intérieur et surtout si tu le couples avec, on en parlera peut-être ensuite, mais surtout si tu le couples avec du réseau privé, il y a pas mal de choses que tu peux avoir sans avoir à les faire toi-même, où tu peux déléguer une partie de ce déploiement-là et du maintien comment ça, au cloud provider. Et je pense que surtout quand tu veux viser une mise à l'échelle, et tabler sur la scalabilité, c'est quand même assez pratique de pouvoir faire ça. On pourrait tous installer notre propre, une petite bricole qui fasse du load balancer, un peu de stockage ou une petite DB dans son cluster. Si c'est pour du POC, c'est très bien. Par contre, effectivement, à un moment, moi je suis pas DBA, c'est pas forcément mon boulot de maintenir un cluster SQL qui va avoir 10 nœuds et qui va devoir maintenir de la prod full time, quoi. Donc Mm. c'est effectivement intéressant à la fois d'offloader le service
chez quelqu'un pour le maintien. Et aussi, tu as moins de choses in fine qui vont tourner dans ton cluster. Tu vas vraiment avoir que tes workloads de compute. Je pense que ça fait partie aussi peut-être des best practices ou ce genre de choses qui peuvent être intéressantes quand on est dans ce type d'écosystème. Ouais, tout est possible en fait. Tu peux déployer, si tu le souhaites, déployer tes DB dans ton cube manager, mais l'avantage c'est que Mais tu peux soit déployer dans du cube manager, soit déployer sur du public cloud. Et un autre avantage qu'on n'a pas évoqué, c'est le fait d'être dans un réseau privé OVH au global. Si jamais tu as déjà des choses qui sont déployées typiquement sur des serveurs bare metal ou pour des besoins spécifiques d'aller chercher du serveur physique bare metal, tu peux aussi aller chercher ces services-là directement dans ton cloud, dans tes ressources qui sont déployées dans un cluster cube. Et je trouve qu'on voit on voit de plus en plus de clients qui commencent à faire de l'hybride comme ça, entre notamment avec Cube Plus, un autre service chez nous, que ce soit du bare metal, ça peut être comment dire ça, des instances de public cloud ou du cloud privé au sens VMware, Broadcom ou du Nuta, etc., pour pouvoir connecter à ce genre de service. Et autant tout à l'heure, on parlait du fait d'avoir une infrastructure sur laquelle on ait des versions standardisées. Et on a aussi, je sais qu'on déploie différentes versions en parallèle pour les clients, pour pouvoir essayer de matcher un maximum avec l'écosystème. Et au niveau des versions les plus récentes, on en est où en ce moment? Je ne sais pas si c'est... Alors la dernière qui est disponible, on en est à 1.34 et on va livrer la 1.35 demain. Donc, on a loupé l'effet d'annonce à un jour près. On y était presque, t'as vu? On sort à 1.35 demain. Ouais, ça demain. C'est ça. Et du coup, pour rappel, on coupe tout, on refait le Twitch demain et comme ça, on peut faire le petit claquement de doigts et le passage en prod. Mais ouais, globalement, la logique, c'est quand une nouvelle version est réalisée côté communauté, on essaie de la mettre à dispo dans les 3-4 mois suivant la release. Et pour rappel, du coup, on a les 3 versions les plus récentes qui sont maintenues. Et on permet la création des 2 encore plus anciennes. Donc en fait, à tout moment, on peut créer 5 versions différentes, enfin avoir le choix parmi 5 versions. C'est simplement que les 2 plus anciennes sont en fin de support, mais les clusters continuent de tourner, on ne force pas l'upgrade de ces clusters-là. Et c'est une fois qu'un cluster a atteint du coup la version moins 6 qu'on va forcer l'upgrade pour être sur la dernière version dispo. Tu as quand même une plage de temps très large pour pouvoir te permettre de dire il faut que je teste, de pouvoir prendre à la limite, si tu as envie, un tout petit cluster à côté pour tester un upgrade, pour vérifier que tout va bien se passer, et puis anticiper sereinement les bumps de version comme ça. C'est assez smooth en plus la façon dont ça se fait. J'ai dû le faire sur des clusters que j'avais à moi de mon côté, d'un point de vue interface, etc. Ça s'est passé ultra clean pour le coup. Ouais, globalement, c'est ça. Tu as 3 versions supportées, donc à peu près entre 9 et 12 mois de délai si tu veux rester sur une version supportée pour tester, vérifier qu'il n'y a pas de breaking change, etc. avant de déclencher le upgrade de tes clusters. Et en parlant interface et choses qu'on a à notre disposition, ça serait peut-être intéressant de faire un petit point sur là je parlais de la facilité de mise à jour et d'update, peut-être que ça peut être intéressant d'avoir un petit point sur la facilité de déploiement des infras. Et je pense que normalement, on va pouvoir avoir une petite démo time avec Aurélie. Alors, si les dieux et les déesses de la démo ils nous écoutent, ça va le faire. Donc en fait, normalement, vous voyez dans mon écran, donc notre manager, ce qu'on appelle le manager, c'est l'interface chez OVH où on peut contrôler, on peut gérer les services. Là, donc je me suis mis sur la partie Kubernetes Manager qui est dispo si on scrolle un peu en bas. Pouf, elle est là. Et du coup, je vais créer un petit cluster Kubernetes. Alors, il s'appelle comment? Comme on est en Twitch, allez, MKS Twitch, ça vous va? C'est pas mal, c'est pas mal. Ça. Ouais, c'est bien trouvé. Hein. Donc, on va créer notre petit cluster. Et en fait, comme ce qui est cool, c'est que c'est étape par étape. Dans la première étape, on nous demande est-ce que vous voulez déployer votre cluster sur une région 1 à Z ou 3 à Z? On recommande de le faire sur une 3 à Z. Ça va permettre d'avoir une haute disponibilité du cluster, etc. Donc, on va se mettre sur le 3 à Z. On a le choix pour le moment entre Paris et Milan. Bon, allez, on va aller à Paris. Allez, on voyage à Paris.
Un voyage à Paris en 1 seconde. Et en fait, là, Antonin, on a un peu parlé. Là, c'est dans T'en as l'occasion parlé un d'en peu parler tout à l'heure. plus. Là, c'est justement le moment où on peut en parler. On a 2 plans. Le plan free, qui était celui à l'origine, celui qu'on a créé à l'origine. Et maintenant, on a le plan standard, en fait. Antonin, si tu veux en parler un peu plus que ce qu'on voit ici. Ouais, donc comme tu disais, historiquement, on a ce plan free gratuit pour lequel on met à disposition des ressources qui sont majoritairement mutualisées. Donc on va mutualiser la partie control plane, stockage etcd, etc. On déploie sur une seule zone de disponibilité, donc il n'y a pas de haute dispo au niveau du control plane. Et on a, puisque le plan est gratuit, on a une capacité de stockage sur la partie etcd là, qui est assez limitée, qui peut monter jusqu'à 400 mégas, et qui était calculée dynamiquement en fonction du nombre de nœuds à l'intérieur du cluster. Et on avait une limite historique qui était à 100 nœuds par cluster. Depuis septembre dernier, on a lancé ce nouveau plan standard. L'idée, c'est, comme tu disais, de pouvoir s'appuyer sur les régions avec 3 zones de disponibilité. Et du coup, vraiment d'avoir de la résilience, même en cas de perte d'une zone, d'être sûr que notre cluster et nos workloads sont toujours disponibles. Donc, pour le coup, logique similaire, plutôt que de déployer sur une seule zone, on va déployer notre control plane sur trois zones, on va la distribuer. Et pour le coup, on a des ressources dédiées, donc tout ce qui est ressources de calcul côté control plane, le stockage, un etcd dédié avec un stockage de 8 Go, ça c'est pas dynamique, donc c'est 8 Go. T'es demandé ça en plus, hein. Facto, parce que Okay. en fait, cette base de données distribuée avec maintenant une capacité dédiée en giga, je sais que c'était demandé et du coup c'est chouette. Ouais. Donc du coup, hop, le dernier point important, juste les SLA qu'on ne mettait pas à disposition, et on a maintenant des SLA sur le plan standard, donc de 99,99. Ouais. Donc, du coup, merci Antonin. Du coup, ce qu'on va faire, on va faire next. Donc, je dis, je veux un cluster qui s'appelle MK Switch dans la région Paris 3Z en standard. Et en fait, comme parce qu'on a dit, on permet Avec les versions. de choisir. On permet de choisir. On va pas dire c'est que par exemple la dernière et puis c'est tout. On permet de choisir les 3 dernières et un peu plus, comme Antonin l'a dit. Et demain, il y aura la 1.35. Donc, on aura les 3 et de plus vieilles. Donc juste une, parce que tu es sur le plan standard qui est plus récent du coup. Donc en effet, il n'y en a que 4. Et à partir de demain, du coup, il y aura 1.35 jusqu'à 1.31. Et du coup, 1.34, je le choisis. Et après, ce qu'on peut faire, c'est que l'on peut choisir en fait tout ce qui est la politique de sécurité. Si on dit non, par exemple, c'est moi qui m'occupe de tout, et on a des clients qui ils choisissent eux-mêmes de gérer tout ce qui est la mise à jour. Mais sinon, la politique de sécurité, c'est je dis OK, je me mets en maximum security. Du coup, tout ce qui est les patchs de sécurité, etc., ça va être fait de manière managée. Ouais. Juste un point. Et donc, ça va être fait par rolling upgrade? Ouais, c'est ça. Mais on parle du coup bien juste de la version patch, pas de la version mineure. Oui, donc, le on patch, disait tout à l'heure qu'on mettait à dispo une nouvelle version mineure à peu près tous les 3-4 mois. On va pas forcer ou automatiquement updater les clusters vers la prochaine mineure, ça c'est déclenché par l'utilisateur. Par contre, sur une mineure, par exemple sur la 1.34, on va avoir des versions patch, donc 1.34.1, 1.2.3, où du coup il y a des patchs de sécurité ou des améliorations au sein de cette mineure-là. Et sur ces versions patch, on a le choix de soit avoir une sécurité maximum, ou dès qu'il y a une nouvelle version patch qui est dispo, le cluster va être updaté, jusqu'à pas du tout que le cluster soit touché, et c'est moi qui gère le moment où j'applique ces versions patch. C'est aussi possible de le faire à la main. Du coup, là, on va dire maximum sécurité. Et après, on va dire, donc, ce moment-là, on va choisir soit de créer un nouveau réseau privé, soit moi, dans mon cas, j'en ai créé un, en fait, pour l'occasion. Donc, on choisit le réseau privé dans lequel on va mettre le cluster, et on choisit, du coup, également sa subnet. Et tu l'as créé à l'avance parce que, par exemple, ça pourrait être un réseau privé que tu as déjà avec une infrastructure existante à l'intérieur et tu pourrais vouloir que ça communique. Donc c'est pour ça qu'on peut en avoir des déjà créés. Ouais. Ce qui est cool, c'est qu'on peut en créer en un clic pour l'occasion, mais sinon, si on veut avoir son réseau avec ses services qui communiquent entre eux, là, je choisis
de juste sélectionner un réseau privé avec sa subnet qui existe en fait. Donc c'est un choix d'infrastructure. Donc ça c'est cool. Ouais. Hop, et je fais next. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que là, je peux soit dire je crée juste mon cluster, et plus tard, je peux créer mes poules de nœuds, soit dans une même interface, je peux configurer là d'emblée mon pool de nœuds. Je peux choisir mes machines, en fait, mes nodes. Plus, on va dire, si on veut des machines, plus du côté compute ou mémoire, etc. De mon côté, j'aime bien la B38. J'avoue, c'est ma chouchou. Une petite machine qui marche très bien. Je vais prendre la B38, mais j'aurais pu en prendre d'autres, en fait. Et du coup, ce qu'on va dire, c'est que je peux dire, tu me crées d'emblée trois poules de nœuds, un par zone de disponibilité. Je pourrais en choisir que deux, qu'une. Mais je vais dire, tu me crées 3 node pools, un sur la zone Paris A, B et C. Je pourrais lui dire aussi, tu me crées ce qu'on appelle donc des floating IP par node pour accéder publiquement à nos nodes. On peut ou pas, ça c'est un choix. On peut dire, je veux que un node, ou bien j'en veux 2 ou 3 par du coup zone. On peut choisir si on veut activer ou pas le auto-scaling. Et ce qu'on appelle aussi l'anti-affinité, etc. Et à la fin, je lui dis, je veux que mes 3 pools de nœuds, ça s'appelle MyZone, et avec, ça a rajouté, comme on l'a vu, automatiquement, le A, B et C. Donc là, je veux créer mon cluster avec mes pools de nœuds. Et là, du coup, à la fin, j'ai, on va dire, donc un sommaire, en fait, de une estimation de coût. Donc là, du coup, j'ai mon cluster Kubernetes qui est en train de se créer. C'est en train de se créer, et là, ça a mis à jour automatiquement. Et j'ai mon interface avec, j'ai aussi 3, 4, 5, 6, un peu plus ce cluster Kubernetes. T'en as quelques-uns. Avec mes tests, avec des labs, la communauté, etc. Non, mais comme ça, on peut voir la différence entre ceux qui sont déjà installés et on peut voir celui les qui est en A train de à Z, s'installer. les 3 à Z, ceux publics, ceux avec un réseau privé, les vieux, j'ai créé les plus récents. Ça permet d'avoir un petit éventail. Et je me suis dit, donc là, on a créé avec l'interface, c'est cool. Mais j'avoue que moi, mon petit dada, je vais revenir sur la page, mon petit dada, c'est ce qu'on appelle l'infrastructure as code. C'est un petit peu d'automation quand même. Moins de clics. L'automatisation, c'est la vie. CICD et automation, c'est la vie. En fait, ce qui est cool, c'est qu'on peut créer les MKS, les clusters Kubernetes, avec l'API, avec le manager, l'interface, mais également avec nos outils d'infra as code. Et ça, en fait, ça c'est cool, parce que la prod, c'est l'infra as code, en fait. Du coup, on a donc un provider OVH qui est là depuis des années déjà, et du coup, qui est mis à jour tous les mois avec de nouvelles ressources, de nouvelles fonctionnalités. Et si on veut, on se dire, allez, je vais créer mon cluster Kubernetes avec le provider Terraform OVH. Je vais juste aller dans documentation. Et là, je vais chercher à gauche. J'ai ma liste de produits. Et du coup, je vais juste aller dans MKS. Tu vas chercher la ressource qui correspond au produit que tu souhaites piloter. Ouais, je vais dans MKS. Et là, du coup, je vais avoir les ressources et également les data sources que je vais pouvoir manipuler. Donc là, en cliquant sur la première, c'est vraiment la ressource qui va me permettre de créer avec Terraform le cluster Kubernetes, le MKS. On vous a mis des donc exemples. Là, avec le petit morceau de HCL qu'on va pouvoir récupérer là dans les exemples, on va reproduire un petit copie, tu vois, pouf. Toute la partie menu déroulant de sélection, de création de cluster qu'on a fait dans le manager, dans l'espace client. Alors en fait, si on doit le faire qu'une fois, c'est le cluster là. Ouais. Si on doit le faire qu'une fois, je pense que espace client manager, c'est pas mal du tout. Ça permet d'avoir une visibilité sur toutes les options et de comprendre bien ce qu'on choisit. Si régulièrement on est obligé soit de le refaire pour refresh un projet, ou parce que par exemple on déploie un petit cluster par client, par environnement, ou je sais pas, peut-être par pays ou des choses comme ça, ça peut être intéressant quand il y a de la reproductibilité de se plonger un petit peu là-dedans. Pour reproduire en fait,
Ce qui est très bien, c'est avec l'infra as code, on va pouvoir déployer des clusters et reproduire en déployer pour les tests, les devs, la QA, la pré-prod et la prod, etc. en fait. Du coup, ce qu'on a fait aussi, c'est que on vous a créé en fait un exemple qui est prêt à l'emploi, qui va permettre Ah, de c'est pas mal créer ça. ce qu'on a fait en manager. Allez, vous avez juste à copier-coller. Vous avez le README avec toutes les étapes. Et heureusement que Stéphane est là à la régie. il n'arrête pas de copier-coller les liens. C'est génial. Il se Ce reforme. lien-là, moi, je le tapais pas à la main. Hein. Oh, si je connais pas par cœur. Je suis déçue. Et du coup, là, je vous ai mis un README en fait avec toutes les étapes. Il faut bien sûr installer la CLI Terraform. Oui. Il faut récupérer les petits crédentials Il n'y a pas de pour magie, attaquer il faut l'API. quand même une authentification. Un Il minimum. n'y a pas de magie. Voilà, on défie les variables d'environnement. Et après, par contre, c'est du Terraform. Donc, provider.tf, on dit je veux utiliser le provider OVH. Et il n'y a rien à configurer parce que tout se joue avec les variables d'environnement. Ou bien vous ne voulez pas les variables d'environnement et vous allez définir ici, vous allez mettre les petits crédentiels. Et après, c'est juste le cube.tf. Ou comme ce qu'on a fait en live sur Manager, on va le faire du côté Terraform. Et j'ai même mis la création du réseau privé. Donc là, vous avez juste à copier-coller, à modifier vos variables. Là, on va demander, je veux un réseau privé. On définit un petit VLAN ID qui est unique. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui existe déjà. On lui donne un petit nom. On lui dit dans la région, la Paris US 3Z. On va définir une subnet. Donc là, vraiment, c'est tout ce qu'on a vu via l'interface. On l'a via le Terraform. C'est nous qui configurons vraiment ce qu'on veut. Donc, selon si c'est un environnement de test, de pré-production, le staging, on va pouvoir vraiment modifier avec les infos qu'on a. On va créer, on n'a pas parlé encore, on va créer ce qu'on appelle donc, une gateway. Parce que pour le MKS standard, il y a des prérequis qui soient dans le réseau privé et qu'il y ait également une gateway. Donc là, je dis, tu me crées, s'il te plaît, une gateway qui est avec un modèle, un plan small, c'est le minimum. Et après, tu me crées dans la région et ça récupère les infos du subnet créé du réseau privé. Et après, là, vraiment, c'est le gros du gros. C'est la création du cluster Kubernetes. Donc, on lui donne un joli nom, une région, le plan free ou le plan standard. Mhm. Et du coup, les infos du réseau privé, on les récupère automatiquement. Et après, c'est là qu'on dit à la mano, je crée 3 pools de nœuds. Un sur la zone de disponibilité EOS par A, l'autre sur le B et le C. Je veux 3 nodes, et puis voilà quoi. Et à la fin, c'est juste pour avoir la récupération automatique du cube config. C'est le fichier qui va permettre de configurer son environnement pour après, quand je vais vous faire en live, quand on tape les commandes kubectl, ça permet d'avoir son environnement. Et je vais du coup exécuter des commandes sur ce cube en fait là. Voilà. Et après, non, puis on voit bien là, à travers le fichier TF, là, toutes les étapes au final que tu as fait clic par clic tout à l'heure, on les a là. on le retrouve en step by step et on voit que là, on a un gain qui est intéressant. Si on doit le refaire dans des environnements différents, on va changer par exemple, juste la localisation. Ça va ultra vite Une de le variable refaire, à faire, du coup, au final. Au final, avec Terraform, avec l'infra as code, ça va être, si on doit changer juste la région, juste la flavor name, donc le type de machine, ou autre chose, on va juste changer les variables. Ça va être juste de la variabilisation. Ça, c'est pratique. Aussi, je sais, l'infra as code, je sais que beaucoup utilisent Terraform, mais c'est cool aussi. Mais il y en a d'autres. Ce qu'on a créé, un provider Pulumi. Pulumi, c'est en gros, ça va permettre de faire l'infra as code, mais avec vos langages préférés. Donc, on va pouvoir faire ce qu'on a fait, la même chose, mais avec du langage, par exemple, du Go. Par exemple, au grand par hasard, je parle de Go en premier. Donc, du Go, du Python, JavaScript et même du Java. Encore un coucou, Steph. Pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le truc, c'est parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour Terraform,
c'est un langage, on va dire, c'est un langage propriétaire qui s'appelle le HCL HCL, ouais. et qui est, on HashiCorp va dire, différent. Voilà. configuration language, ouais. Ouais. Java, Et, eh oui. et qui est un petit peu différent, qui regroupe quelques best practices syntaxiques de pas mal de langages, mais qui est pas forcément extrêmement inné, soit à lire, soit à pouvoir reproduire quand on veut faire ses premiers développements en infra as code. Parfois, on comprend pas comment on fait juste une boucle for ou faire quelque chose de conditionnel. Un exemple, ouais. C'est pas évident. Une boucle for, ou bien Voilà. tout. C'est un exemple C'est for each. absolument pas évident. Ça paraît Après, trivial comme ça de ça dire je vais s'est faire une boucle amélioré. for. Ça Ça ne l'est s'est pas. Voilà. amélioré quand même, hein, parce qu'à Maintenant, c'est l'époque, mieux. j'ai commencé à utiliser, donc il y a 7, 8, 9 ans, ça n'existait pas. Donc le HCL s'est amélioré, il s'est vraiment standardisé aussi. Il y a d'autres outils qui utilisent HCL maintenant. Voilà. Donc, mais du coup, si vous voulez faire tout ce qu'on a fait débuter, avec vos langages à vous pouvez le faire Ouais. en Pulumi, ça fonctionne aussi. C'est sympa. En fait, c'est sympa d'avoir une alternative qui soit dans un autre langage, peut-être parce qu'on a envie de mutualiser son skill dans un langage qu'on connaît, ou au moins pour pouvoir relire de la doc, comprendre comment ça marche, et après, à la limite, augmenter sa compréhension de l'HCL et faire du Terraform après. Mais au moins de pouvoir parfois juste le lire, ça aide d'être capable de faire ça avec du code qui est fait pour Pulumi. Alors ça aide, Dans son langage favori. ça aide, mais également, je connais des clients et des développeuses qui, vu que toute leur stack est en Java ou en Go, ils vont faire aussi leur infra dans ce langage. Ah bah oui. Ils vont avoir tout une chaîne avec leur applicatif, leur infra, etc., et tout sera fait dans un langage. Ça évite de devoir former aussi des équipes sur une techno qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est une alternative. Au moins, avec des alternatives, ça peut permettre de répondre à des cas d'usage. Et ce que je n'ai pas dit encore, c'est que et le provider Terraform et le provider Pulumi sont disponibles sur GitHub en fait. Ils sont open source, donc n'hésitez pas à faire des issues, à faire des pull requests, etc. C'est open source et c'est là pour ça. Allez, je me suis dit, donc ça c'est fait. On a le cluster Kubernetes qui est up, je pense, là, à force de parler. On a vu du Terraform, on a vu du Pulumi. Est-ce que ça vous dit de voir un petit peu notre CLI? Allez, moi, il me reste du oui, j'ai popcorn. préparé mon terminal. Je suis prêt. Il me reste du popcorn. J'ai bien non, je m'en vais, je coupe le micro. En fait, Yann, depuis quelques mois, on a sorti ce qu'on appelle la OVH Cloud CLI, la CLI, l'outil en ligne de commande. Je me suis dit, pourquoi pas, du coup, finir cette partie démo avec deux CLI, la CLI OVH et la CLI de kubectl après. Donc là, en fait, j'ai commencé à taper une petite commande, pouf, pouf, je remonte, qui est du coup juste OVH Cloud, c'est le nom de la CLI, et je lui donne comme paramètre, comme argument, cloud et cube. Ça permet de voir qu'il y a plein de commandes qui sont à disposition. On peut créer, on peut customiser, supprimer, on peut modifier, rajouter de l'IP restriction sur un cluster. Donc la CLI, c'est la vie en fait. Donc du coup, on peut faire pas mal de choses. Et là du coup, moi, je me suis amusée à l'utiliser. Et vous allez voir, on peut faire des trucs sympas. Donc en premier, je lui demande, liste-moi tous les cubes en fait que j'ai. Il va faire une petite liste avec les clusters Kubernetes qui sont associés à mon compte. Et on voit en un clin d'œil, j'en ai avec du plan free, avec du plan standard. J'en ai selon la région, on a l'information. On a les infos minimum qu'on veut. Et du coup, Et on voit que celui que tu déployais tout à l'heure, il était en installing quand on était dans l'interface client. Ouais. Et entre-temps, en fait, que j'ai parlé, il s'est mis il s'est installé, en fait. Il y a eu tous les composants installés. Et du coup, il est ready. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est cool. La CLI, je vais montrer qu'on peut faire des trucs sympas à faire. Et quand on est en CI/CD, avec nos pipelines, nos scripts, on veut récupérer des infos. Donc là, en utilisant la CLI, je peux dire quoi? Alors, pareil, tu me listes mes clusters, mais par contre, tu me filtres. Je veux que celui qui s'appelle, parce que celui qu'on a créé, le MKS Switch, et je veux comme output uniquement qui me donne le ID. Et à la fin, Xarg, ça demande d'enlever les doubles côtes. Comme ça, j'ai un truc propre.
Donc normalement, si le script fonctionne, c'est bon. C'est exécuté. Donc on Très a bien. bien l'ID et j'ai créé en live, donc ça récupère l'ID en live. Donc l'ID du cluster, je l'ai. Et comme ça, je vais pouvoir l'associer dans mes scripts, dans mes CICD. Je vais pouvoir m'occuper de mes clusters fraîchement créés. Là, du coup, je lui dis, donne-moi les infos sur ce cluster-là. Et du coup, je les ai. Il s'appelle MKStreet. J'ai toutes les infos que je veux, la région. Ah, il me dit, c'est à jour. C'est cool. Hey, il est à jour. Il était fraîchement créé, mais il est à jour. Donc, j'ai plein d'infos, le réseau privé, etc. Là, du coup, je vais aller un peu plus loin. Je vais lui dire, donne-moi la liste de tous les pools de nœuds Ah oui, t'es notre de pool. ce cluster. Ouais. Normalement, il y en a 3. Il m'a bien créé Oui. les 3 que j'ai demandé. Ça, c'est cool. Il va écouter. Et du coup, il y a bien 3 nodes. Et le statut du pool de nœuds est ready pour le ABC. Et avec la CLI, ce qui est pratique, c'est que je lui demande, est-ce que tu peux me générer directement le fichier kubeconfig et tu me mets dans un fichier sur mon ordinateur. Du coup, là, avec une commande, ça c'est je pas récupère le mal. kubeconfig. Et je n'ai pas à aller dans le manager. Ça Je évite peux ça tout évite le faire en petit CLI. clic, ouais. J'ai tout fait en CLI, je mets où je veux, et du coup, tant qu'à faire, j'automatise tout. Et Je là, tu le définis la réinjectes variable dans ton d'environnement. kubectl. Et du coup, je n'ai Ouais. pas à sortir sur l'API, le manager ou autre. J'ai tout à faire dans mon terminal ou dans le script. Donc là, je lui dis, avec la variable d'environnement, tu vas me mettre dans l'environnement sur le cluster Kubernetes. Et du Ouais. coup, quand j'exécute mes commandes kubectl, l'outil en ligne de commande Kubernetes, je lui demande, tu me listes les nodes de ce cluster. Là, je suis déjà dans l'environnement. Donc en gros, quand je tape cette commande, il sait déjà que je dois les appeler, du coup, je dois les exécuter dans le cluster Kubernetes. Et là, alors, les nodes, ils ne sont pas encore ready, donc il va falloir parler encore un petit peu. Il va falloir qu'on met 2 minutes. Mais en gros, ce qui est cool, c'est que là, du coup, j'ai mes nodes. J'en ai bien 3. On va attendre un chouille si on veut que les nodes ils se mettent en ready. Normalement, ça met 2-3 minutes entre la création d'un node et puis que le node ait tous les composants qui soient ready dessus. Donc en attendant, on va attendre qu'il soit ready. On va juste réaller sur le manager. Normalement, maintenant, vous le voyez, le cluster est dispo. Et sur le manager aussi, on a également les infos que l'on veut. On peut faire des modifications. On peut, on pourrait aussi télécharger le fichier kubeconfig. On pourrait ajouter une limitation pour avoir accès à l'API server, avec juste des IP qui pourraient Là, y avoir tu mets accès. une ACL. Tu vas pouvoir whitelister les IP que tu veux se connecter. Là, parce que je vais pas le faire, mais je pourrais faire un rajout d'IP, ouais. C'est ce qu'on appelle Ok. des IP restrictions. Je pourrais le faire. Je pourrais paramétrer un provider OIDC pour l'attente. On peut faire pas mal de choses aussi, que ce soit avec ce qu'on a vu, le Terraform ou bien là. Non, sur la partie authentification, l'intérêt, c'est soit on a plusieurs possibilités, soit d'utiliser des utilisateurs locaux, du coup, au cluster Cube, soit de configurer un fournisseur d'identité externe. Et donc, OpenID Connect, c'est une norme aujourd'hui qui est utilisée par pas mal de fournisseurs d'identité. Donc, ça évite, on peut directement utiliser des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs et leur donner les droits qui vont bien directement dans un cluster Cube. Et du coup, ouais, donc on a plein d'infos, dont l'usage de le TCD, en fait, qui est très important, en fait. Alors, je vais juste voir où ça en est. Alors, je clique sur notre pool, je clique sur un petit nœud, et est-ce qu'ils sont ready? Normalement, c'est OK, donc on va revoir si Alors, c'est bien le cas. qu'est-ce que nous donne la CLI cette fois-ci? Allez, là, je clique sur Entrée, parce que je vais voir, j'ai ma liste de ma démo. Ça exécute vraiment les commandes. Je vais voir, est-ce que les pods sont ready? Si tu veux voir de l'autre côté, ça devrait être bon. Trop fort. Pas mal. On est trop Pas fort. mal. Du coup, là, sur mon cluster standard, MKS, c'est l'occasion de le dire, sur le standard, maintenant, ce qu'on a, c'est que on utilise Cilium. Du coup, on utilise Cilium sur tout ce qui est en fait brique du réseau. Donc là, on le voit,
tous les pods sont bien running et on va dire, tous les pods qui servent à donc Kubernetes et à communiquer avec les autres services sont là. Tout ce qui est Cinder pour la CSI, ouais. Donc du coup, c'est good. On continue la démo. On va déployer une petite application qui va nous permettre de créer un load balancer. Donc, j'ai créé un petit YAML. Donc, on va appliquer un déploiement qui s'appelle Hello World. J'étais très, on va dire, t'as tout, niveau créativité, t'as tout donné. Elle me casse tout chez Hello World, je crois que j'ai tout donné. Donc, et en fait, ce que j'ai fait, c'est juste une application avec un seul conteneur d'une image que j'ai créée et qui est sur le Docker Hub dans l'organisation OVH. Et ça va être juste une application qui va afficher une image et du texte. Et on dit aussi, je veux un service. Je veux quoi comme service Kubernetes? Pour que ça puisse je veux un service load balancer. Et en faisant ça, en appliquant du coup sur le cluster, donc déjà, je crée un petit... je crée donc un namespace pour isoler mon application. Et je vais appliquer du coup dedans mon déploiement de mon service. Et en faisant ça, du coup, quand on va demander donc le service balancer, qu'est-ce que ça va faire? Ça va réellement, Kubernetes, il va communiquer avec l'infra OVH et ça va demander une floating IP, une IP externe. Et également, ça va demander la création d'un LB, d'un load balancer. Donc là, in fine, ça va permettre d'avoir ton appli qui va tourner dans ton pod, qui va être accessible depuis l'extérieur. C'est ça, exactement. À travers la différente chaîne de floating IP, plus différents le LB, couches, plus le service, plus le pod au bout, toute la chaîne, elle va se faire comme ça pour pouvoir exposer ton appli sur le net. En fait, c'est un avantage de... Juste, vous avez, c'est un YAML Kubernetes, mais un avantage de demander à load balancer, au moins on va pouvoir accéder via l'extérieur à notre application. Là, on l'a vu, j'ai mon déploiement Kubernetes qui est créé avec un pod sur un pod, c'est ready, et le load balancer, il est en train d'être demandé. Ça va mettre 2-3 minutes, normalement, avant que le load balancer soit provisionné, soit prêt, et on aura l'info de son IP externe après. Parce que nous, côté OVH Cloud, c'est plusieurs briques qui sont assemblées les unes avec les autres pour pouvoir fournir la partie load balancer. C'est pour ça que c'est une demande de ressources qui n'est pas instantanée au sens sub-seconde, quoi. Il faut quelques minutes pour pouvoir le réserver, le produire, le délivrer, etc. Oui, un autre point sur l'infra as code, du coup, je sais pas si tu as prévu d'en parler après, mais on parle souvent de la simplification de la création. Et un point qui est intéressant aussi à souligner, c'est toute la partie suppression, que ce soit pour une question de facturation ou un destroy d'avoir des environnements clean, c'est que du coup, quand tu vas vouloir supprimer ce que tu as déployé, en une seule commande, il va connaître toutes les dépendances entre les composants et savoir quels composants supprimer dans quel ordre. Et du coup, en une seule ligne de commande, on va vraiment supprimer typiquement là, tout le contenu de ta démo, que ce soit les réseaux, les clusters. On n'oublie rien en fait. C'est ça. Et en gros, là, parce qu'on a fait, en parlant, donc ça y est, on a eu 2-3 minutes, mais c'est peut-être un peu moins, là, cette fois-ci. Donc en gros, le load balancer a été créé et on nous a provisionné une IP externe. Donc moi, je vais la prendre, je vais la copier-coller, pouf, et je vais la mettre dans mon navigateur. Et là, en fait, voilà, je vous ai dit, c'est pas une appli. Magnifique. Mais en gros, on a... magnifique. On a une application qui était dans une image Docker, elle est déployée dans notre cluster Kubernetes, dans un pod. Et du coup, on a l'accès via le load balancer qui a été créé et avec du coup une IP externe. Donc là, ça a été créé côté du coup OVH. Voilà. Est-ce que ça vous va pas mal, pour la partie démo du coup? Bah ouais. Est-ce qu'on parle un petit peu de la roadmap? Parce que j'ai vu que l'heure est... Parce que là, on a montré ce qu'on a. Ça serait sympa de regarder un petit peu... roadmap, tu vois. Demain, il y a la 1.35, on en a parlé. Mais je pense qu'il doit y avoir des trucs prévus pour après-demain, peut-être. Ouais. Ça peut être l'occasion de regarder la roadmap là-dessus. Antonin, du coup, est-ce que tu aurais des petites infos sympas du coup, à nous donner? Première chose, déjà, le fait de pouvoir retrouver la roadmap publique sur GitHub. Je pense que Stéphane vient de mettre le lien a été donné. Pas si
s'il y a des fonctionnalités qui n'existent pas ou vous attendez et vous voulez un peu pouvoir suivre ou contribuer, c'est-à-dire ajouter des spécificités dans les tickets existants, n'hésitez pas. Donc là, typiquement, elles sont catégorisées par au niveau du délai sous lequel elles devraient être dispo. Donc il y a plusieurs colonnes priorisées, prévues ou partially released. Ouais. Donc typiquement, ce sur quoi on va travailler dans les mois à venir, on se concentre pas mal sur la partie MKS standard, et notamment sur l'amélioration des upgrades. Donc essayer de réduire au maximum Ok. l'impact qu'il peut y avoir sur un upgrade de cluster, la durée que ça peut prendre. On en parlera après, il y a aussi beaucoup d'enjeux de souveraineté, notamment à la KubeCon, on en a beaucoup parlé. Donc Ouais. un point qui est pas, je pense qui est pas forcément identifié ici, mais c'est aussi le fait de travailler sur nos offres de déploiement on-prem, donc typiquement la possibilité de Mhm. déployer des services qui sont historiquement des services public cloud, donc typiquement Managed Kubernetes, mais pour des clients qui veulent le déployer dans leur propre infra. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir le consommer de la même manière, avec les mêmes API, avec les mêmes fonctionnalités, donc de manière transparente, que ce soit du coup on-prem ou dans un environnement Second Cloud. Il y a les deux possibilités. Et après, sur les plus petites fonctionnalités, tu verras dans la colonne planifiée, donc Aurélie l'a dit, sur le plan standard, on utilise Cilium comme CNI, et il y a pas mal d'améliorations qu'on est en train de livrer sur la partie observabilité ou configuration CNI. Il y a vraiment beaucoup d'options dans Cilium, et de donner un peu plus la main aux utilisateurs pour venir Ouais. personnaliser la façon dont c'est configuré, et pour adresser des cas d'usage différents, mais typiquement du cluster mesh, de l'observabilité avec un composant qui s'appelle Hubble dans Cilium, des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est on va dire le gros de ce sur quoi on travaille en ce moment côté ManageCube, et puis avec toujours la mise à dispo des nouvelles versions, comme on le disait tout à l'heure. Très bien. Bah, c'est pas mal ça, parce que ça permet de se projeter aussi sur les directions qu'on prend sur sur le produit, ce qui va sortir, etc. Et même de façon générale, côté client, moi je recommande toujours d'aller jeter un petit coup d'œil sur la roadmap, même si c'est pas forcément sur des produits qu'on consomme à un temps T, mais c'est de se dire, ah, ils vont dans cette direction-là, peut-être que ça va coller sur mon prochain projet ou ce genre de choses. Ouais. C'est Et t'as aussi un onglet tout est là. changelog, là, le deuxième, Ouais, typiquement. celui-là. Juste pour rester au Ouais. courant de ce qui sort, de ce qui est dispo. L'avantage, c'est que bon, il y a la possibilité de filtrer par produit. Et sinon, on a voilà, toutes les nouveautés à chaque fois, produit par produit, Tout en fait. au fil du temps. Nickel. Ouais. Eh ben, impeccable. Comme on était en train d'en parler un petit peu rapidement du fait qu'il y a eu des sujets trendy sur lesquels on a pu en entendre parler à la KubeCon, on a eu tous les trois le plaisir de pouvoir y aller. Et moi, j'étais curieux. Enfin, je trouve que ça pourrait être sympa qu'on partage un petit peu ensemble un petit moment sur ce qu'on a vu, comment on a passé notre KubeCon. Ouais. Déjà, une grosse KubeCon cette année La plus grosse en en, fait. Ouais, en termes c'était vraiment d'attendees. la plus grosse à ce jour. 13 500, un peu plus. 13 500 personnes. Déjà qu'on savait que les KubeCon Europe, c'était les plus grosses. Que celle North America, c'est plus de 9 000 en moyenne. Là, du coup, ils ont atteint encore un nouveau palier, dépassé les 13 000, plus de 13 500 ou 13 600. Donc, une grosse KubeCon avec beaucoup de personnes, comme on l'a vu, tu vois. La KubeCon était tellement grande qu'on avait d'ailleurs deux booths. Ah bah oui, On bah il avait faut. on avait deux espaces de présence sur place. Alors, ce qui était plutôt sympa, c'est que ça faisait un petit peu deux salles, deux ambiances. Moi, j'ai bien aimé. Peut-être on peut en dire un petit peu plus sur comment on était présent sur place, sans faire un reportage photo avec les diapos, hein, promis. Dommage. Mais ça sera pour l'édition spéciale avec les bloopers. On mettra les photos dedans. Exact. Du coup, on avait deux stands. On avait un stand un peu plus jeu, on va dire, où on avait donc deux consoles de jeux pour
jouer à un petit jeu maison. L'idée, c'était un peu un Street Fighter-like où du coup on joue avec une ou un dev et on combat contre ce qu'on appelait les cloud villains, donc les Les vilains du vilains du cloud. cloud. Exactement, tout ce qui est le fait de ne pas pouvoir prédire ses coups, d'être vendeur loqué, des choses comme ça. Donc voilà, on avait deux Un gros stand, consoles. c'était quand même. Ouais. Exactement, avec la C'était un gros Ouais, ouais, possibilité c'était Ah très ouais. sympa. Je trouvais que le côté bon enfant de venir comment dire ça? De venir se friter Fighter. Tu peux fighter, sur un tu petit vois. versus fighting Un Street avec. Fighter-like, en fait. Ouais. Ouais, non, non, mais je trouve que c'était très drôle et puis ça permettait d'avoir une discussion un peu sympa et un peu de... décalée après avec des gens qui s'étaient peut-être fait 4 confs d'affilée et qui venaient pour décompresser, boire leur café et se faire un petit versus fighting comme ça. C'était assez rigolo. Et on avait un deuxième boost où là, l'ambiance était un petit peu plus business et corporate. Et Studieuse, plus. on va dire studieuse, Ouais, ouais, studieuse. studieuse. Avec Non, et des on mots et avait des tout, donc collègues, c'est cool. Et des mots, il y c'est ce que avait. j'allais dire, ouais, on avait des collègues Ah, c'est chouette. côté archi et tout qui faisaient pas mal de démos. Euh, et puis il y a eu pas mal il y a eu pas mal de sujets intéressants qui étaient évoqués. Évidemment, dans les sujets chauds de la Cubecon, bon, forcément, IA, on est d'accord là-dessus sur le fait que c'était l'IA dans toutes les phrases. Alors, il y a surtout le Dès le premier début, ouais. matin de la keynote, c'était IA, LLM, MCP et aussi IA en fait. Ouais, c'était vraiment beaucoup IA. Mais le truc, c'est que moi, Antonin, tu diras aussi, j'ai remarqué, il y avait IA, mais également, tu avais beaucoup de la souveraineté. Tout ce qui est souverain, l'an dernier déjà, c'est arrivé, mais cette année, c'était vraiment beaucoup sur le côté, ah oui, mais les problématiques souveraines, en fait, elles sont là. Et aussi, de mon côté, j'ai noté aussi tout ce qui est sur la maturité du cloud natif. On avait des outils, maintenant on les utilise en production, on intègre tout ça. C'est côté la maturité. Ça y est, on y est en fait. Ouais, Et ouais, en effet, ouais, beaucoup de sujets souveraineté. Et je pense que c'était la première année où il y avait même un événement co-hosté le Oui, lundi ça y est. Ouais, ouais, c'était sur la c'est partie la première fois celui-là. Collected Event là. ouais, Ouais, ouais. Open Sovereign Cloud Day, Cloud justement sur Day, tous ouais. ces sujets souverains le lundi. Ouais. Mais c'était pas mal dans les discussions. Effectivement, la partie cloud souverain en plus en étant en Europe, etc. Je pense que c'était important de mettre le paquet là-dessus. Est-ce que bon, la Cubecon, il y a un côté stand et événement, mais c'est aussi quand même 90% des gens, leur motivation pour y aller, c'est pour des confs et certains pour des trainings. Il y en a il y en a une il y en a une qui vous a marqué ou qui vous a particulièrement fait vibrer cette année? Ou avec des sujets, ça peut être pour le boulot ou pour le fun, hein, mais je veux dire Ouais, ouais, grave. des trucs sympas. T'en as en tête, toi, Aurélie? Ouais, alors en fait, ouais, de mon côté, j'avais un talk, donc en gros, on va dire que le combo faire un talk, faire Parce que toi, tu du avais le tien en rabattage, plus. Alors, tu ouais, peux dire que j'avais le ton mien. talk préféré, c'était le tien. Ah non, C'est- non, T'as le vous droit. me connaissez. Au contraire, à chaque fois, je suis là, je suis là moins mal loti pour parler de mes talks. Non, le mien, ouais, c'était un talk qui s'appelait The Ultimate Kubernetes Challenge. Donc, un mélange de quiz, slide et de démos concrètes par des questions sur Kubernetes. Le but, c'était de, de faire apprendre ou réviser ou de faire connaître des choses. Il faut dire ses connaissances, mais à tout niveau. Si bien les débutants ou si bien ce qu'on appelle donc les experts, donc les cubastronautes, il y en avait pas un paquet. Il y en a Ça, qui étaient très rapides hein, sur les questions. Ah ouais, mais ils Fallait être étaient à réactif. fond. Ouais, franchement, non, ils étaient à fond, ça avait fait plaisir. J'ai que eu des bons retours. Donc, c'est la Ah, première puis fois que je le faisais. c'était C'était ludique une exclusivité, donc dans j'étais l'orga. contente. Ouais, et c'est vrai qu'on m'a dit le mercredi après, le dernier talk de 5h30, 6h, c'est bien que ça a été très dynamique. Parce que si les personnes ont déjà vu 10 talks dans la journée, avoir un truc fun, apparemment ça tombait bien, avec l'horaire en plus. Mais le talk, moi, que j'ai bien aimé, j'en ai pas vu beaucoup, du coup, j'en ai vu 2, 3 maximum, parce que j'ai pas pu en voir davantage.
C'est un talk que j'ai vu le dernier matin. Attends, je vais vous retrouver le titre en anglais. C'était An Immersive and Visual Journey into Kubernetes Networking. En fait, c'était un talk visuel, donc oui, ça me parle visuel, mais c'était un talk visuel et encore même plus. En fait, c'est Benoît, c'est un DevSecOps qui travaille chez Fish, une entreprise de Suisse, avec 3 E, Ouais. Fish. Et du coup, en fait, qui s'y connaît énormément donc en réseau depuis des années. En fait, là, ce qu'il a fait spécialement pour l'occasion, il a créé un jeu en 3D avec Godot. Et en fait, dans ce jeu, tu es un poisson. Avec le nom de l'entreprise, c'est rigolo. Tu es un poisson et du coup, tu as 4 niveaux pour expliquer le réseau. Tu as, en fait tout ce qui est niveau pod to pod basics, pod to pod advanced, service mesh, SATCAR et le service mesh avec ambient mesh. Tu as 4 niveaux. À chaque fois, tu es un poisson, tu es un paquet. Et ce paquet, il lui arrive des aventures et tout, avec tout ce qui est programme eBPF. Il entre dans le building, c'est un node. Donc, franchement, c'est super bien. Il a créé, pour l'occasion, le pauvre, il a eu des problèmes juste avant, sur scène, parce que c'est un jeu 4K et la sortie, c'est pas 4K. Donc, franchement, il a vraiment très bien géré. Bravo à lui, parce que le stress, il n'a pas montré. La salle était archi pleine. Donc, franchement, pour moi, c'est mon coup, effectivement, belle coup de cœur. découverte. Le réseau expliqué avec un jeu 3D. C'était génial. Et toi, Antonin, c'était quoi? Moi, j'ai bien aimé, je crois que c'était le premier jour, un retour d'expérience Airbnb sur la migration, je crois, quasiment 1000 services de migrer et un retour d'expérience après un an de leur migration, où ils sont passés pour le coup eux, de clusters régionaux vers des clusters zonaux, donc un peu l'inverse de la tendance qu'on voit aujourd'hui de vouloir avoir uniquement des clusters zonaux pour avoir la résilience. Ils sont partis du principe qu'ils voulaient vraiment une segmentation zone par zone, et après eux répliquer leurs services dans X cluster cube pour être vraiment résilient. Donc c'est on va dire c'est le niveau d'après, et c'était assez intéressant, assez poussé. C'est pas mal tout ça. C'était cool, ouais. Comme ça, il y a eu à la fois du ludique et puis du Rex. Non, enfin en tout cas, c'était effectivement une CubeCon assez dense. Je pense on pourrait en parler pendant une demi-heure, que ce soit des échanges, des choses qu'on ait vues, etc. Mais je pense on va pas tarder à rendre l'antenne, comme on disait jadis. Si jamais certaines, vous avez des questions, vous souhaitez nous joindre, il y a des sujets qui vous intéressent, si vous avez envie d'échanger, que ce soit avec nous ou avec des collègues d'autres produits ou d'autres PU, n'hésitez pas, le canal à privilégier, ça va être le Discord. C'est relativement facile, discord.gg/ovhcloud. Celui-là, j'aurais pu l'écrire, il est suffisamment court pour que je puisse l'écrire. C'est à privilégier pour entrer en commun. Il y a aussi une petite communauté en fonction des produits, tout est plutôt bien rangé. De temps en temps, en fonction des streams Twitch, on navigue un petit peu dessus pour pitcher ce qu'on peut y faire. Là, on l'a pas fait parce que comment dire ça, notre Veritech Talk était déjà bien plein aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre et à venir échanger avec nous. Ça sera avec plaisir. On y est présent ensemble. Et puis, au plaisir de vous avoir à nouveau comme viewer pour des prochaines sessions de Veritech Talk. Je remercie les invités d'aujourd'hui. Je remercie Aurélie et Antonin d'être venus, d'avoir passé du temps pour là-dessus. Et on se retrouve la prochaine fois avec un nouveau sujet bien intéressant. Merci beaucoup. Bon après-midi tout le monde. À vous les studios. Bon après-midi.